Bonjour, tu étudies le français depuis plusieurs années, tu as peut-être même déjà atteint le niveau B2 ou C1 à un examen, mais tu te sens souvent bloqué ou à côté de la plaque. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce décalage existe, ce que les examens de français t'apprennent vraiment, ce sur quoi ils t'entraînent et surtout ce qu'ils ne t'apprennent pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que les examens ne servent à rien. Tu me connais, je préfère la nuance. Mais il y a des angles morts qu'il faut connaître si ton objectif, ce n'est pas seulement le diplôme, mais aussi de te sentir à l'aise en français dans des conversations spontanées. Je suis aussi convaincue que les examens de français sont inutiles pour certaines personnes et qu'ils peuvent même être contre-productifs pour les aider à avancer vers leurs vrais objectifs. Mais de là à dire qu'ils ne servent à rien, c'est y aller un peu fort. J'espère que cette vidéo t'aidera à décider si tu veux faire un examen de français ou pas. J'ai déjà parlé des différences entre le DELF, DALF, TEF, TCF dans un autre épisode, donc je ne vais pas revenir sur les détails aujourd'hui. On va plutôt se concentrer sur les limites, car il ne faut pas croire que décrocher un niveau C1 mettra fin à tes doutes et ton syndrome de l'imposteur en français. Oui, un examen peut être utile, mais non, ça ne suffit pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bonjour, si on ne se connaît pas, je suis Cathy Intro, coach de français certifié Neuro Language Coaching et j'aide les apprenants de niveau intermédiaire et avancé à perfectionner leur français dans la joie, la bonne humeur et avec efficacité. Que tu apprennes pour le plaisir, pour un examen, pour le travail, les études ou une combinaison de ces différentes raisons, j'espère que ce podcast t'aidera à améliorer ta compréhension, à t'exprimer et à te familiariser avec le contexte culturel en France et au Québec. Ce podcast est principalement enregistré à Montréal où je vis et travaille. Cette ville fait partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, Mohawks, et Montréal-Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Si tu veux développer ton vocabulaire, je t'invite à rejoindre l'espace Patreon pour télécharger la fiche associée à chaque épisode. Bonne écoute! Alors si ce n'est pas déjà fait, tu vas peut-être réaliser à quel point les injonctions contradictoires que tu reçois des profs de français en classe ou sur les réseaux sociaux sont néfastes pour ta confiance en toi. Souvent, ces conseils ou ces injonctions font naître des doutes et l'incertitude au lieu de te donner des certitudes et des repères précis pour t'adapter à différents contextes. Oui, en réalité, ce n'est pas le français que tu dois apprendre, mais des français. Or, les examens évaluent seulement quelques compétences linguistiques, mais pas toutes celles qui sont utiles dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que le chemin de l'apprentissage est long et rempli de moments inconfortables. Que passer l'ivresse du stade débutant où tu es heureux de pouvoir aligner des phrases qui ont du sens, tu te rends compte à quel point tu ne connais pas grand-chose de la langue et tu sens le découragement te gagner. En général, c'est à ce moment-là que tu commences à faire plein de choses, à t'éparpiller et tout s'embrouille encore plus dans ton cerveau. Tu es capable d'utiliser des structures de phrases super avancées, des mots précis, mais d'un autre côté, tu utilises aussi des mots trop familiers dans des contextes où ça semble étrange. Ou bien tu es tellement habitué à dire ne pas, donc la négation complète, et nous, que tu les utilises même avec tes amis. Et donc dans tes phrases, ça fait un petit peu bizarre parce qu'un natif ne ferait pas ça. En général, on n'utilise pas le ne quand on parle d'une façon informelle et du coup, ça entretient ton sentiment d'être en décalage. Et c'est une des raisons pour lesquelles la préparation aux examens ne t'aide pas avec la vraie vie. En effet, depuis que tu es débutant, tes profs veulent que tu parles bien pour être capable d'atteindre les exigences sur les critères sur lesquels tu seras évalué aux examens et dans la vie professionnelle. Parce que quand on enseigne le français au niveau débutant, souvent on part du principe qu'à un moment donné dans ta vie d'apprenant, tu devras passer un test de français. Et donc on veut que tu sois capable de bien conjuguer, de faire des phrases complètes et élégantes et correctes pour ces examens. Donc c'est pour ça qu'on veut que tu répondes avec des phrases complètes, qu'on travaille la négation complète ne, pas et le pronom sujet nous, même si c'est pas utilisé à l'oral. De l'autre côté,
En faisant ça au fil des années, tu prends l'habitude de les utiliser et tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est ce qu'on t'a dit dans tes cours de français. Et donc tu parles trop bien dans la vie quotidienne. C'est la réflexion qu'a fait un ami avec qui je parlais espagnol. À un moment donné, il a dit: «Ah, c'est mignon quand tu parles espagnol, c'est très correct». J'étais un peu vexée. J'ai pas pris ça, j'ai pris ça comme un compliment. Je me suis dit: «Ah, c'est cool, j'ai quand même un bon niveau». Mais d'un autre côté, bon, moi je préférerais parler de façon un petit peu plus naturelle. Donc ensuite, je me suis dit: «OK, il faut que je travaille, de rajouter ces petits, mots, les mots de remplissage, les filler words pour, gagner un peu du temps». Enfin, que j'essaye d'avoir une expression plus spontanée et un peu moins, celle qui est encouragée dans les cours de langue. Donc voilà, ce qui était un compliment peut te toucher aussi au plus profond de toi. Mais par contre, c'est difficile de casser ces habitudes quand tu es arrivé au niveau C1. Quand toute ta vie d'apprenant de français, tu as dit ne pas, c'est difficile de ne pas l'utiliser. Et en plus, le niveau C1, C2, c'est quand même hyper académique ou professionnel et ça ne t'aide pas à te sentir à l'aise dans un groupe de potes francophones ou à la machine à café avec tes collègues qui sont plutôt des contextes informels ou familiers. En fait, on pourrait presque ressentir un sentiment de trahison ou de mensonge de la part des cours de français et des profs de français. En fait, tu as une autorité administrative qui affirme que tu as un niveau C1, tu as un beau diplôme pour le prouver, mais dans ta vie courante, tu te sens parfois plus proche du niveau B1 ou comme un enfant. Alors, qui dit la vérité? Bah, les deux, en fait. Ce ne sont juste pas les mêmes compétences qu'on évalue. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la compréhension orale et pourquoi les examens, la préparation aux examens ne t'aide pas à comprendre les conversations rapides entre francophones ou les films en français. En effet, si tu t'entraînes pour le niveau B2, C1, C2, tu t'entraînes sur des échantillons d'un type de contenu très précis. Ce sont des reportages télé, ou des émissions de la radio, des podcasts, donc d'un niveau assez avancé en termes de vocabulaire et de réflexion. Donc oui, tu peux pratiquer d'améliorer tes capacités de décoder le français rapide et connecté, parce que les experts dans ces podcasts parlent aussi comme ça. Et si tu veux en apprendre plus sur ça sous l'angle de la prononciation et comment ça t'aide aussi avec la compréhension orale, regarde l'interview avec Sébastien de Phonetics. Mais il y a des limites au fait d'axer toute ta préparation sur un type de contenu. Premièrement, dans l'oral spontané et informel, on raccourcit encore plus les mots. On articule encore moins bien qu'un expert qui intervient dans un podcast pour transmettre ses idées. Et deuxièmement, on utilise une autre gamme de vocabulaire avec plus d'argot et de mots familiers. Dans mon podcast, je parle d'une façon qui est plutôt du type examen B2 C1. C'est-à-dire que souvent, je fais les négations complètes pour que mes phrases soient claires, j'articule bien, j'utilise généralement du vocabulaire standard, assez riche parfois, mais qui est attendu au niveau B2 C1. Mais ça m'arrive parfois d'utiliser de l'argot ou des expressions familières, et dans ce cas-là, je l'indique toujours dans les fiches de vocabulaire disponibles dans l'espace Patreon, où je te donne aussi l'équivalent en français standard. D'un autre côté, si tu as appris le français dans la rue, sans jamais prendre de cours, sans jamais faire d'examen, donc si tu as l'habitude de parler dans un contexte informel avec des amis ou de la famille francophone, tu trouveras peut-être les extraits du DALF C1 difficiles parce que les phrases et les raisonnements peuvent être plus complexes. Il faut connaître beaucoup de vocabulaire, être familier avec les arguments pour et contre dans les débats de société et être capable de suivre une pensée complexe et construite. Donc pour ça, la préparation aux examens est utile si tu veux améliorer tes compétences dans tous ces domaines. Mais la préparation au DALF ne t'aide absolument pas avec la compréhension des films en français. Je sais que c'est un point de douleur pour beaucoup d'entre vous. Comprendre des séries ou des films français sans les sous-titres, c'est encore un autre domaine, un autre monde. Et une bonne partie de la compréhension vient en fait de la capacité de prédire ou de reconstituer ce qui est dit grâce au contexte et à l'habitude de ce qui se dit dans ce type de situation. Les gens parlent les uns sur les autres, il y a du bruit de fond, on n'entend pas toujours très bien. Et donc, notre cerveau, quand on a l'habitude, reconstitue ce qui est dit, mais on n'a pas entendu clairement.
Et ça prend vraiment un travail spécifique qui ne se travaille pas du tout comme la compréhension du DALF C1. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la question de la structure. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent en disant: «J'ai envie de préparer le DALF C1 pour avoir une structure pour étudier, parce que je pars dans tous les sens et j'ai besoin d'être un petit peu plus, guidée. Donc j'ai choisi le DALF ou le DELF, donc un examen de français». Donc oui, effectivement, je suis d'accord, ça va amener un fil directeur pour tes études et ça va te pousser plus loin en termes de vocabulaire, d'argumentation, etc. Ça va te pousser à sortir des schémas d'expression plus simples, mais ça dépend quels sont tes objectifs dans la vie pour ton français. Donc tu vas avoir une structure, mais c'est la structure de l'examen, pas une structure qui t'aidera à te sentir en confiance lors de ton prochain voyage, à traiter avec le mécano qui essaye de t'entuber au garage pour réparer ta voiture. Entuber, ça veut dire arnaquer. Et ça ne t'aidera pas non plus à intervenir dans une réunion au boulot ou à sortir avec des francophones dans un bar. Chacun de tes objectifs requiert une pratique spécifique. Et donc, il faut bien en être conscient avant de t'embarquer dans la préparation ou dans le choix d'un examen ou de ne pas passer d'examen. Là, on a parlé de structure. Dans le point suivant, je voudrais parler de complètement l'inverse. Tu y vas complètement freestyle. Et donc, dans la famille manque de structure, je demande les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils insuffisants pour vraiment atteindre un niveau avancé? Alors, selon moi, tu glanes quand tu fais ça, quand tu consommes plein de trucs sur les réseaux sociaux, mais sans vraiment de fil directeur. Tu glanes, donc tu attrapes plein de vocabulaire informel, tu entends des accroches du style «Ne dis pas travail, dis boulot» ou «Si tu comprends ça, tu as un niveau C1». Les accroches simplistes comme celle-ci, ce sont les choses qui attirent le plus l'attention et les algorithmes aiment bien ça. Donc les créateurs de contenu sont obligés de le faire pour attirer l'attention. Mais si seulement la vie était aussi simple que ces accroches le laissent entendre, ce serait fantastique. Ce qui manque souvent dans ces vidéos, parce qu'on a 30 secondes, 1 minute au maximum, c'est le contexte et une multitude d'exemples qui t'aideraient à comprendre comment les utiliser. Dans quelle situation est-ce que ce mot ou cette expression est approprié? Quelle est la nuance exacte? Par exemple, j'ai un ami qui parle super bien français, mais il utilise l'expression «ça m'a fait chier», pardon pour la vulgarité, dans des phrases où c'est pas tout à fait le sens recherché et un francophone n'utiliserait pas cette phrase. Donc oui, il connaît une expression familière et avancée, naturelle, mais c'est juste un petit peu à côté. Autre exemple, un apprenant a appris quelque part que gerber et dégueuler, ce sont des synonymes de vomir, mais sans être informé que ces mots sont vulgaires et surtout, dans ce cas, évoquent des images peu ragoûtantes. Ça, c'est une façon élégante de dire dégoûtante ou encore plus familier, dégueulasse. Donc juste dire j'ai envie de vomir à tes amis est moins graphique que j'ai envie de gerber et ils apprécieront. Sauf s'il est 3 heures du matin, t'as beaucoup trop bu et là ça va être une catastrophe, peut-être. Mais dans les autres circonstances, vomir est le choix le plus évident. Mais par contre, si on parle politique et que tu veux dire que les idées racistes d'un tel ou un tel sont à gerber, alors là, ça passe mieux, parce que dans un contexte amical, ça met l'emphase sur ton dégoût et ton rejet de ces idées. Autre exemple, j'entends parfois des apprenants qui utilisent le mot boulot dans une production de DALF C1, en pensant que comme c'est un synonyme de travail et qu'on l'entend très souvent, c'est OK. Alors ça peut passer dans un texte style courrier des lecteurs pour faire un effet de style, ou dans le débat si l'ambiance est détendue. Donc, si on comprend que le candidat a fait exprès d'utiliser un registre plus familier pour attirer l'attention sur son argument, ça va. Mais si on pense que le candidat n'est pas au courant que boulot est un mot trop familier pour certains contextes, alors on risque de sanctionner pour non-respect du registre de langue de cette épreuve. Comment on le sait? La frontière est fine, c'est l'expérience et le ressenti général de l'examinateur qui va faire pencher la balance d'un côté, la haute maîtrise de la langue, ou de l'autre, des connaissances insuffisantes. Donc ça s'apprend en travaillant spécifiquement pour l'examen ou justement pour parler dans un contexte informel. Alors, je t'ai donné beaucoup de points sur lesquels les examens ne t'aident pas, mais pour rétablir un petit peu l'équilibre,
on va quand même spécifier quelques avantages, quelques points sur lesquels ils vont vraiment te pousser plus loin et t'aider à maîtriser plus d'aspects de la langue française. Donc premièrement, sur l'écriture, il n'y a pas moyen de l'éviter avec les examens, donc ça te force vraiment à apprendre les règles de l'orthographe, de la grammaire et à enrichir ton vocabulaire sur une variété de thèmes de société et de problèmes du quotidien selon le test et le niveau que tu choisis. En revanche, pour certaines personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, tout ce travail, ça peut vraiment représenter une charge énorme qui n'est pas forcément pertinente dans leur quotidien. Donc il faut vraiment choisir ses batailles et puis trouver comment atteindre le niveau demandé au test sans non plus se perdre sa vie complète sur des points qui sont vraiment complexes pour toi. Un autre point sur lequel ça aide, c'est la compréhension orale des documentaires et des reportages à la télé ou des podcasts natifs. Ça, je t'en ai parlé, je t'ai dit que spécifiquement, ça t'entraîne à ça, donc ça va t'aider sur ce point. Et ça t'entraîne aussi à développer la profondeur de ton vocabulaire avancé et la rigueur de l'argumentation académique à la française. Donc, pour frimer en société, pour parler avec des personnes éduquées, c'est vraiment idéal. Et c'est aussi un travail sur le mindset pour réussir à ne pas bloquer dans une situation stressante. Si tu réussis à dépasser ta peur des examens ou ton stress d'être en face d'un examinateur, eh bien, tu fais un travail sur toi-même qui va t'aider dans d'autres domaines de ta vie. Donc, c'est pas le moment le plus agréable, mais si tu es obligé de passer un test, ça peut être un bon moyen de travailler sur des points faibles que tu as par ailleurs. Et pour certaines personnes, les examens, c'est vraiment bloquant. Je pense à 2 personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Une personne qui avait vraiment du mal avec, une épreuve du TEF de convaincre quelqu'un, qui me disait: «Mais moi, c'est pas ma nature. Si la personne ne veut pas, faire du traîneau à chien, pourquoi est-ce que je vais aller la convaincre? Ou si j'ai pas envie moi non plus de faire du traîneau à chien, j'arrive pas à trouver des idées pour, réussir à accomplir la tâche qu'on me demande à l'examen». Et donc là, on essaye de trouver des manières pour, réussir à contourner les blocages. Une autre personne, c'était un stress paralysant au moment de prendre la parole en situation d'examen et pour cette personne-là, ce qui a fait le déclic, c'est qu'elle s'imaginait qu'on attendait, quelque chose de presque parfait de sa part et donc ça mettait beaucoup trop de pression. Et quand elle a réalisé qu'en fait, c'était tout à fait dans ses capacités et qu'elle avait le droit de faire des erreurs, qu'elle avait le droit d'être elle-même, eh bien tout de suite, elle s'est sentie beaucoup moins stressée et elle a pu réussir à atteindre le niveau qui était demandé à cet examen. Donc, pour les personnes qui bloquent à cause du mindset, c'est vraiment un travail très spécifique de coaching qu'on fait autant que de travail sur la langue. Mais passer un examen, pour les raisons que j'ai données, ça ne convient pas à tout le monde. Si t'as pas besoin d'un examen et que c'est une situation qui te stresse, est-ce que tu as vraiment envie de te mettre dans cette situation? Si t'en as pas besoin pour l'immigration, est-ce que ton temps ne serait pas mieux utilisé de travailler le français de la vie quotidienne, des échanges informels, plutôt que le français très académique des examens du DALF? Mais si tu dois prouver ton niveau ou que tu as envie de te fixer ce challenge pour avoir une ligne directrice dans tes études, je vais te parler dans le prochain épisode de quelques examens et les profils pour lesquels ils conviennent le mieux selon moi. Donc j'espère que ça t'aidera à décider quel examen serait le plus adapté pour toi et pour tes besoins. Alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications ou abonne-toi à la newsletter pour ne pas manquer ce prochain épisode. Alors, je ne suis pas opposée aux examens, tu l'as bien compris, et j'adore créer des parcours personnalisés de préparation pour mes clients et clientes, mais je ne veux pas faire que ça. Parce que si tu sens qu'il y a un décalage entre tes connaissances et tes compétences dans des interactions sociales, c'est justement sur ça que j'essaie d'intervenir. C'est ce décalage que j'essaie de combler avec mon podcast et avec mon coaching en proposant un environnement complet qui te permet de réellement dépasser le plateau intermédiaire de façon progressive et de ne pas rester enfermé dans le mode examen ou français informel, mais d'avoir une rencontre entre les deux. Et le podcast est organisé pour aborder ces différentes compétences. On a les compétences culturelles, je t'aide à créer une immersion chez toi en identifiant les ressources les plus pertinentes dans ta situation et selon tes goûts pour décoder la société française, mieux connaître certains événements historiques ou points culturels, y compris la pop culture. Il y a aussi le côté mindset, que ce soit pour prendre confiance en toi ou pour réussir un examen, même si tu as seulement quelques semaines devant toi pour être prêt ou prête.
On a aussi le côté métacognition, donc pour comprendre pourquoi telle ou telle méthode ne marche pas pour ton cerveau et pour t'inviter à explorer pour trouver ce qui fonctionne, notamment si tu es neuroatypique, neurodivergent, ou que tu penses avoir un trouble de l'apprentissage. J'essaye de souvent donner des informations sur le cerveau au fil de mes podcasts. J'essaye de te transmettre ce que j'ai appris dans mes formations de coaching et linguistique. Et je t'aide à trouver les clés pour que ton cerveau renoue avec le plaisir d'apprendre et les progrès. Et bien sûr, il y a aussi les compétences linguistiques, parce qu'il n'y a pas de niveau avancé sans base solide, tu le sais, et c'est un travail constant, mais qui peut être plaisant. Et pour t'aider, je soigne le vocabulaire que j'utilise dans mes podcasts et la sélection que je mets en avant pour les membres Patreon. Pour mes cours en ligne et les différents challenges que j'organise, j'ai choisi de me spécialiser dans la grammaire et le français niveau B2-C1, celui qui va te permettre de dépasser le plateau intermédiaire et d'avoir de bonnes notes aux examens, mais aussi de t'exprimer avec précision quand tu racontes des histoires ou quand tu parles avec des gens éduqués. Je te promets pas de miracle ni de fluidité en 3 mois, mais d'après mon expérience, on arrive assez rapidement à débloquer les barrières les unes après les autres pour te permettre de continuer à avancer. C'est comme un jeu vidéo, on résout les énigmes et régulièrement on affronte un boss de niveau pour lequel il faut trouver les bonnes stratégies pour le battre. Alors, dans le podcast, comme j'alterne entre ces différents sujets, on avance doucement, mais je suis sûre que tu écoutes aussi d'autres podcasts sur la pop culture ou l'histoire ou la langue française pour assouvir ta soif de connaissances. Donc, je vais terminer cette saison 7 du podcast avec encore quelques épisodes au mois d'août avant de passer à la saison 8, toujours autour de tous ces thèmes pour t'aider à dépasser le niveau intermédiaire. Si tu ne veux rien manquer, les nouveaux épisodes, mais aussi les ressources et les occasions de progresser entre les épisodes, inscris-toi à la newsletter dont le lien est dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.